Certains d'entre vous sont peut-être même assez vieux pour se souvenir du jour fou en 1986 où le réacteur nucléaire de Tchernobyl a subi une fusion. À peu près tout le monde s'est dit « Eh bien, c'est la fin, je suppose ». En fin de compte, la fusion n'a pas détruit la planète entière, mais elle a causé une destruction incroyable en Ukraine, qui faisait alors partie de l'URSS, et de nombreuses légendes se sont formées depuis. Du terrifiant oiseau à l'ombre nucléaire réelle, voici 20 histoires effrayantes de Tchernobyl qui hanteront vos rêves. Numéro 20. L'oiseau noir de Tchernobyl. Avant la tragédie de la centrale en avril 1986, les résidents et les travailleurs de la centrale de Tchernobyl ont commencé à signaler des apparitions étranges. Les travailleurs de la centrale ont commencé à rapporter des visions d'un monstre décrit comme une grande créature noire ressemblant à un oiseau ou un homme sans tête avec une envergure de 20 pieds et des yeux cramoisis. La créature a été surnommée l'oiseau noir de Tchernobyl par la suite. Les personnes ayant vu l'oiseau noir ont commencé à faire des cauchemars, à recevoir des appels téléphoniques menaçants, et certains ont même eu des expériences de première main avec la bête ailée. Des incidents inhabituels ont continué à être rapportés jusqu'au matin du 26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl dans l'ancienne Union soviétique a explosé à 1h23 du matin le 26 avril 1986. Certains croient que l'oiseau noir était un présage pour les habitants de Tchernobyl, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait du redouté Mothman, une créature censée avoir terrorisé la population de Point Pleasant, en Virginie occidentale, avant l'effondrement du Silver Bridge le 15 décembre 1968. Les descriptions sont remarquablement similaires, et les deux cas avaient des récits de cauchemars et d'appels menaçants précédant les calamités. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille pattes rampante sur votre visage pendant que vous dormez. Passons à un sujet rare. La rumeur dit qu'une vieille dame a refusé de quitter sa maison lorsque l'évacuation a commencé, décidant de faire face à l'explosion seule. Cette babouchka avait été là toute sa vie. Où irait-elle d'autre ? C'est la femme qui a décidé de rester à Tchernobyl. Les autorités n'ont pas pu la forcer, donc elles ont dû la laisser pour morte. Sauf qu'elle n'est pas morte. Cette vieille femme aurait survécu à l'explosion et peut-être vu errant dans les forêts autour de l'ancienne centrale. Mais maintenant, elle a toutes sortes de mutations étranges, donc elle se cache des gens, à moins qu'elle ne veuille les effrayer. Quel genre de mutation pensez-vous qu'elle a ? Quelqu'un pourrait-il vraiment survivre à Tchernobyl ? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet rare et faites-nous savoir votre opinion sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons au suivant. Numéro 19. Un fantôme criant à l'aide. La ville voisine abandonnée de travailleurs de Tchernobyl, Pripyat, est censée être hantée lorsque l'on se promène près de l'hôpital municipal. Certains ont eu l'impression d'être observés. Des apparitions et des ombres sont souvent témoins. Certains ont même prétendu avoir été touchés par des fantômes. Après avoir visité la région en 1997, Andrei Karsakov, un physicien nucléaire de New York, a partagé une telle expérience. Karsakov a déclaré qu'il était arrivé à la centrale à 7h30 et s'est dirigé vers le réacteur numéro 4 où l'explosion s'est produite. Il ne pouvait pas entrer à cause de la radiation, mais lorsqu'il prenait des mesures de radiation, il a entendu quelqu'un crier à l'aide de l'intérieur à cause d'un incendie. Il a déclaré « J'ai couru à l'étage pour alerter quelqu'un, mais on m'a informé que lorsque je suis entré dans la salle de contrôle du réacteur, j'étais la seule personne à avoir ouvert cette porte en 3 ans, et que le seul moyen d'entrer dans l'ancien réacteur est par les mêmes portes que j'ai utilisées pour y accéder. Si quelqu'un était entré dans le réacteur quand je ne regardais pas, il aurait déclenché une alarme qui se déclenche lorsque la porte du réacteur est automatiquement ouverte. Bien que la porte du réacteur nécessite un mot de passe ainsi qu'une empreinte digitale, quelqu'un ou quelque chose était en vue. Un projecteur s'est allumé dans la salle d'installation. Plus tard dans la soirée, pendant qu'ils prenaient leur dîner à l'extérieur du bâtiment, près de la rivière proche de la centrale. Il était impossible que quelqu'un soit à l'intérieur. André a supposé qu'il devait y avoir une coupure de courant pendant qu'il mangeait, puis, dès que son collègue a fini de parler, la lumière s'est éteinte. Numéro 18. Le gouvernement soviétique a envoyé des soldats lorsque la fusion a détruit les équipes de nettoyage robotique, les liquidateurs. Les autorités soviétiques ont déployé des robots dans la zone d'exclusion pour limiter la fusion et éteindre un incendie brûlant après avoir évacué la population de Pripyat, la ville entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Comme les robots ne pouvaient pas faire leur travail en raison des niveaux élevés de radiation dans l'air, le gouvernement aurait rassemblé un groupe de soldats et leur a donné le choix de servir 2 ans en Afghanistan, où les soviétiques combattaient les Moudjahidines, ou de déverser du sable sur le réacteur exposé à Tchernobyl. Les liquidateurs étaient fans des soldats qui avaient choisi Tchernobyl comme leur destination. Les Ukrainiens pensent que la vodka les protège des effets nocifs de la radiation pendant la période de la fusion et jusqu'au XXIe siècle. En conséquence, quand s'étale, les liquidateurs buvaient un verre de vodka et déversaient du sable sur le réacteur exposé pendant 2 minutes. L'intoxication par radiation a tué ou rendu malade la majorité des liquidateurs, les opérateurs de centrales électriques, les travailleurs d'urgence tels que les pompiers et le personnel militaire, ainsi que de nombreux non-professionnels, étaient un parmi ceux qui étaient là. Nettoyer les débris autour du réacteur, construire le sarcophage, décontamination, construction de routes, et démolition et élimination des bâtiments, forêts et équipements contaminés faisaient partie de leurs responsabilités. Les informations sur le niveau de danger étaient souvent indisponibles ou cachées. Le nombre de liquidateurs participants varie considérablement, allant de quelques centaines de milliers à environ 1 million. Au moins 300 000 à 350 000 personnes ont probablement été affectées. Numéro 17. Les animaux mutants de Tchernobyl. Des chercheurs de l'université de Stirling ont découvert que les animaux dans les lacs près de la centrale nucléaire de Tchernobyl présentent plus de changements génétiques que ceux dans des lacs plus éloignés, fournissant de nouvelles perspectives sur les effets de la radiation sur les espèces sauvages. Après la catastrophe de 1986, une étude ADN des crustacés d'eau douce appelée Daphnia a indiqué une plus grande variété génétique dans les populations de lacs ayant les taux d'exposition à la radiation les plus élevés. Selon l'auteur principal de l'étude, le Dr Stuart Hold, la radiation est selon la principale source de ces anomalies génétiques. Tchernobyl est une expérience naturelle en évolution, a déclaré le Dr Hold, de la faculté des sciences naturelles de l'université de Stirling, car le taux de mutation génétique est plus élevé et tout changement évolutif est alimenté par des mutations. Normalement, il faut attendre des générations pour voir comment l'environnement affecte les mutations, et la plupart des animaux mutants sont gravement endommagés et ne vivent pas longtemps. En séquençant l'ADN non codant, des morceaux de code génétique qui n'affectent pas réellement la forme ou la fonction de l'organisme, nous avons pu découvrir ces mutations. Dans le cadre de son doctorat, le Dr Jessica Goodman a utilisé un kayak et un filet pour collecter des crustacés dans des lacs à différentes distances de Tchernobyl. Elle a ramené les échantillons au laboratoire du Dr Hold à Stirling, où l'ADN a été extrait et analysé. Dans un monde affecté par le changement climatique, nous devons vraiment comprendre l'énergie nucléaire comme une option et ses effets potentiels sur les populations naturelles. Le Dr Hold a conclu : nous savons tous que l'exposition aiguë à la radiation est mauvaise, mais de faibles niveaux de radiation ne sont pas aussi mauvais que nous le pensons. Et beaucoup des animaux dans la zone de Tchernobyl s'en sont bien sortis après le départ des humains, et il s'avère que les humains sont bien pires que la radiation. Numéro 16. Le pied de l'éléphant. Depuis que les réacteurs nucléaires sont devenus une réalité dans la ville de Pripyat, dans ce qui est maintenant l'Ukraine, c'était la catastrophe que beaucoup craignaient le plus. Les plans pour prévenir la fusion n'étaient en passant problème. Cependant, dans une tentative de contrôler les particules radioactives, des personnels soviétiques exceptionnellement courageux se sont rendus sur le site de la catastrophe. Ils ont découvert quelque chose d'étrange sous le réacteur 4, une masse de débris hautement radioactifs, de sable, de verre, de métal et d'autres objets d'une largeur de 7 pieds, qui pesait plus de 100 tonnes en raison de sa densité incroyable. Il était si chaud qu'il a brûlé jusqu'au sous-sol, détruisant sa propre zone de confinement dans le processus. Le pied de l'éléphant a obtenu son nom de l'apparence ridée de la masse. Il était si radioactif en 1986 que même 5 minutes d'exposition entraînaient la mort dans les 48 heures. Malgré cela, plusieurs travailleurs soviétiques vraiment courageux ont défoncé la porte du sous-sol et sont entrés pour prendre des photos. Même maintenant, passer 1 heure dans ce sous-sol serait risqué. Numéro 15. Le parc d'attractions abandonné de Pripyat à Tchernobyl. Le parc d'attractions de Tchernobyl, ou parc de la culture et du repos comme il était officiellement connu, n'a jamais été utilisé par les habitants de la ville, car il devait ouvrir le 1er mai 1986, 5 jours après l'incident.
Le parc dispose d'une gigantesque grande roue qui est devenue une image emblématique de la ville désolée, ainsi que des autos tamponneuses, un manège de parachute, un stand de tir et d'autres attractions. Alors que l'herbe et les plantes poussent à travers le sol en béton fissuré, ces manèges se dégradent et retournent à la nature. Le parc d'attractions de Pripyat présente des niveaux de radiation excessifs dans certaines zones. Cela est dû au fait que le parc a été utilisé comme piste d'atterrissage pour les hélicoptères transportant du sol radioactif. Ensuite, la terre restante a été lavée dans le sol. Le mousse dans le parc, comme ailleurs à Pripyat, peut être hautement radioactif. Donc, vous savez, restez-en éloignés. Cependant, la plupart des visites comprennent un passage par le parc d'attractions de Pripyat, et vous devriez aller bien si vous suivez les recommandations de votre guide et prenez des mesures telles que ne pas toucher quoi que ce soit. Un cinéma, un grand terrain de basket-ball intérieur et une salle de danse se trouvaient ensemble tous dans le palais de la culture. L'intérieur de la structure a été pillé et ressemble à un paysage post-apocalyptique. À travers les vitres brisées et écaillées du terrain de basket-ball, on peut voir la grande roue de Pripyat et le reste du parc d'attractions de Tchernobyl. Numéro 14. Un village entier a été rasé. Seule sa maternelle reste debout. Village et maternelle de Kopatchi. Lorsque la tragédie de la centrale nucléaire de Tchernobyl a frappé en 1986, Kopatchi était une communauté prospère. La communauté a dû être évacuée car elle avait été largement empoisonnée. Le village a été complètement démantelé et enterré. La maternelle en décomposition et le mémorial de guerre sont tout ce qui reste maintenant. Les ruines du village de Kopatchi se trouvent à quelques kilomètres au sud de la centrale nucléaire de Tchernobyl. En 1986, il prospérait, tout comme tous les établissements environnants. Le jour de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, il comptait une population de 1114 individus. Il a été fortement pollué en raison de sa proximité avec la centrale. Les villageois ont été évacués et toutes les structures en bois ont été démolies. La couche de sol toxique et les ruines des bâtiments ont été enterrées dans des tranchées creusées à la hâte. Cependant, ce n'était pas la meilleure option. Les toxines provenant des structures enfouies ont été lavées dans la nappe phréatique, permettant aux isotopes radioactifs de pénétrer plus profondément dans la Terre. Les autorités n'ont pas prévu que ces structures et maisons fortement polluées libéreront des isotopes radioactifs dans les eaux souterraines. Des radiotoxines ont été libérées dans l'environnement à cause de l'enfouissement des structures. Des éléments radioactifs tels que le plutonium, le strontium 90 et le césium 137 sont encore présents dans le sol et l'eau entourant l'ancien établissement. D'autres établissements dans la zone d'exclusion subissent le même sort, endommageant l'aquifère au passage. Numéro 13. Une génération de soi-disant stalkers romantise les ruines. Un stalker était quelqu'un qui défie les limites officielles du gouvernement et entre dans la zone en secret pour diverses raisons, y compris l'exploration, la romance, l'ego, le désespoir, ou simplement parce qu'il a trouvé un moyen d'entrer sans être observé. Pripyat est devenu le saint Graal pour les romantiques post-apocalyptiques. Dans l'ombre de cette section se cachent les stalkers, une sous-culture cachée de jeunes Ukrainiens qui entrent illégalement dans la zone pour explorer la vaste nature selon leurs propres termes. Le terme stalkers est devenu utilisé pour caractériser ceux qui entrent illégalement dans la zone. C'est un mot et un trope culturel, avec une profonde résonance dans cette partie du monde. Apparaissant pour la première fois dans le roman de science-fiction de 1971 Roadside Picnic des jumeaux russes Arkady et Boris Strugatsky, il raconte l'histoire d'extraterrestres polluant les zones terrestres lorsque des stalkers renégats chassent la précieuse technologie Alien. Le roman a inspiré le film culte d'Andrei Tarkovsky, Stalker, tant Roadside Picnic que Stalker, sortis respectivement 15 et 7 ans avant la tragédie de Tchernobyl, étaient l'impression. Stalker, un jeu vidéo de tir à la première personne post-apocalyptique se déroulant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, a été lancé en 2007 par un groupe de jeunes artistes ukrainiens qui ont réinventé le mythe du stalker pour l'ère numérique. Numéro 12. La jeunesse fataliste est un effet secondaire inattendu de la fusion. Une nouvelle analyse publiée près de 20 ans après la catastrophe de Tchernobyl affirme que les conséquences de la radiation libérée par la catastrophe nucléaire sur les humains et l'environnement sont significativement moins importantes que prévu. Des centaines de scientifiques, économistes et spécialistes de la santé, y compris ceux de la Biélorussie, de la Russie et de l'Ukraine,
ont collaboré à ce document pendant 2 ans. Il a été commandé par un groupe connu sous le nom de Forum de Tchernobyl, qui a réuni 8 organisations spécialisées des Nations Unies, y compris le Programme des Nations Unies pour le développement. Un autre aspect important du rapport était la santé mentale des victimes. Les premiers sous-rapports sur les effets terribles pour les personnes vivant à proximité ont eu un impact significatif sur leur vie. Le docteur Mettler continue. Il a été qualifié de fatalisme paralysant par les psychologues et psychiatres des groupes. L'un des termes qu'ils ont utilisés était qu'un autre facteur était un manque d'assurance et de contrôle sur leur destin, ce qui est une préoccupation fataliste. Selon le docteur Mettler, les troubles liés à l'anxiété et au stress étaient assez répandus. Selon l'évaluation des Nations Unies, de vastes portions des populations en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, les 3 pays les plus touchés par la catastrophe de Tchernobyl, manquent encore de connaissances complètes et crédibles sur les conséquences de 14 ans de la catastrophe. Numéro 11. Le documentaire Le pic vert russe. Le Duga-3 était un immense système radar soviétique érigé près de Tchernobyl en 1976. Le bruit de tapotement agaçant qu'il générait, qui perturbait les communications radio en ondes courtes, lui a valu le nom de pic vert russe en Occident. La source du signal était entourée de secrets avant l'effondrement de l'URSS, menant à des spéculations sur des expériences de contrôle mental et de manipulation climatique se déroulant derrière le rideau de fer. Cette station militaire est le point focal du documentaire primé au Sundance de Chad Garcia, Le pic vert russe, qui est présenté à la 33e édition du Festival international du film de Munich dans sa section internationale d'indépendance soigneusement conçue et diversifiée. Elle se trouve maintenant au centre de la zone d'exclusion hantée après la catastrophe. Son immense maillage de cylindres répétés et de grilles imposantes ressemble à une invention mystérieuse de science-fiction, s'élevant du terrain désolé vers le ciel. Elle n'est plus utilisée, mais reste un aimant pour la mythologie. Sa taille immense et son but obscur sont les symboles idéaux d'une Russie teintée d'une atmosphère fantastique, où le passé soviétique demeure une ombre déterminante dans toute son ambition outrageusement illimitée. Le film soutient que l'histoire de cette étrange construction est liée à la corruption étatique et à la tyrannie, avançant la théorie du complot selon laquelle la fusion nucléaire de Tchernobyl a été délibérément mise en mouvement en 1986 pour couvrir le mauvais fonctionnement des Dugas et la culpabilité de ceux qui en étaient responsables. C'est une affirmation difficile à croire. Cependant, le film présente un argument séduisant. Qu'elle soit vraie ou non définit un climat russe d'irréalité basé sur des silences censurés et des omissions dans lesquelles la vérité est souvent plus surréaliste que la fiction, et est presque impossible à percer derrière un voile d'impunité et de versions fabriquées. Numéro 10. 7 survivants cherchent l'immortalité. Un scientifique russe qui a survécu à l'accident et 6 autres scientifiques russes se sont installés à Gavdos, une petite île grecque. Ils se sont rapidement installés, bien que certains théoriciens du complot affirment que les scientifiques se sont rendus sur l'île pour prendre le contrôle de la planète ou découvrir le secret de la vie éternelle. Gavdos a une population d'environ 50 résidents permanents. Cependant, c'est une destination touristique populaire en été. Selon la légende, l'île serait la véritable Ojiji, le palais mythologique de Calypso, où la sorcière retint Ulysse captif pendant 7 ans. Les scientifiques Tanfako travaillent sur de nombreuses idées depuis un complexe, selon un cinéaste créant un documentaire sur la commune d'immortalité de Gavdos. Ils ont 7 acres de terrain donnés par un prêtre et ils sont bienveillants envers les autres habitants de l'île, s'engageant souvent bénévolement dans divers projets. Certains croient que les scientifiques russes sont des espions, tandis que d'autres pensent qu'ils ont réussi à vivre grâce au pouvoir de guérison de l'île. Les scientifiques, en revanche, semblent obsédés par le concept d'immortalité et la philosophie grecque, construisant même un temple qui sera connu sous le nom de Temple d'Apollon. Numéro 9. Une conspiration extraterrestre qui tourne autour de Tchernobyl. Une autre source en Amérique a déclaré que des formes de vie extraterrestres intelligentes s'intéressaient à l'accident de Tchernobyl. Le Dr George King, fondateur de la société Etherius, a déclaré que ces connexions extraterrestres à bord d'un vaisseau spatial martien nommé Satellite Numéro 3 lui avaient donné un avertissement sur une calamité imminente pendant 53 minutes avant que le réacteur de Tchernobyl ne devienne critique.
Ce récit serait plus tard cité comme preuve de l'affirmation de la société Etherius, selon laquelle les maîtres cosmiques ont toujours considéré l'expérimentation nucléaire comme la plus grande menace pour l'humanité, et ont clairement fait savoir qu'ils interviendraient là où ils étaient karmiquement autorisés. Mikhail Voritsky, un dosimétricien senior du département de contrôle de la dysmétrie, a déclaré que lui et plusieurs autres avaient vu un ovni au-dessus du réacteur 4 la nuit de la tragédie de Tchernobyl. En 1992, son témoignage a été présenté dans le livre de V. Kratokvil, OVNI invité du futur. Nous avons vu une boule de feu volant lentement dans le ciel. La boule avait un diamètre de 6 ou 8 mètres, je crois. Puis nous avons remarqué 2 faisceaux de lumière rouge s'étendant vers le 4e réacteur. L'objet a été découvert à environ 300 mètres du réacteur. L'ensemble a duré environ 3 minutes. Les lumières de l'objet se sont éteintes et il s'est envolé dans une direction nord-ouest. Numéro 8. La photographie des ruines de Tchernobyl est fausse. Tout n'est peut-être pas comme il semble. Selon l'historien balkanique Darman Richter, il affirme que la plupart du site est dans un état de déclin soigneusement géré, avec des images perpétuant un mythe populaire qui peint Pripyat comme une sorte de profonde capsule temporelle. La quantité de poupées en jouets éparpillées est certainement inhabituelle, et les chances que quoi que ce soit reste là où il a été abandonné le jour de l'évacuation sont assez faibles. Les visiteurs ne se promènent pas dans une ville abandonnée. Au lieu de cela, ils se déplacent dans une ville abandonnée qui est entretenue comme un parc à thème. Les écrans de télévision impeccables, l'énorme quantité de masques à gaz et les innombrables affiches de propagande semblent tous offrir des opportunités photographiques incroyablement bonnes, comme le souligne Richter. Les visiteurs, sans surprise, s'efforcent d'éviter de photographier d'autres touristes, sauf s'ils posent un pour des selfies, bien sûr. Bien que les implications soient bizarres, elles offrent un aperçu de la culture visuelle moderne. L'un des symptômes de notre fascination pour l'abandon est que la popularité des photographies provenant de Pripyat a généré sa propre version de la ville, la détachant presque de la réalité. Numéro 7. VIH de Tchernobyl. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles les survivants de Tchernobyl et leurs familles sont infectés par le VIH de Tchernobyl, une maladie infectieuse qui peut être transmise à d'autres. Selon l'ancien membre du Congrès Glenn Browder, qui a écrit un article de blog pour le Huffington Post sur sa visite dans la région, la stigmatisation a un impact sur l'économie locale. Étant donné que les entreprises sont moins susceptibles d'investir dans les zones touchées, il affirme que cette fausse assertion conduit à l'isolement et des personnes qui ont déjà vécu une expérience traumatisante. Comme le souligne Browder, la catastrophe touche maintenant 3 générations, les petits-enfants de Tchernobyl, les petits-enfants des victimes de 1986 étant les plus récents, bien que ce ne soit pas une nouvelle idée. L'augmentation des troubles immunitaires après la fusion a été appelée SIDA de Tchernobyl dans des rapports datant de 1990. Les virus de l'immunodéficience humaine sont 2 espèces de l'antivirus qui infectent les humains. Ils provoquent le syndrome d'immunodéficience acquise au fil du temps, un syndrome dans lequel le système immunitaire échoue progressivement, permettant aux infections opportunistes et aux cancers menaçant la vie de prospérer. Selon le sous-type de VIH, la durée de survie typique après l'infection par le VIH est estimée à 9 à 11 ans sans traitement. Numéro 6. Griffe radioactive de Tchernobyl. La griffe est abandonnée dans une poche mortelle de forêt à la périphérie de Pripyat, où elle a été laissée après les opérations de nettoyage du désastre de 1986. Dans les semaines suivant la catastrophe de Tchernobyl, du 26 avril 1986, la griffe a été utilisée pour aider à nettoyer le graphite radioactif et les débris qui avaient été projetés du sol du réacteur sur les toits voisins de la centrale. Lorsque la griffe n'était plus utile, elle avait été retirée de la grue et jetée profondément dans la forêt, où l'on espérait que personne ne la retrouverait. Elle sert maintenant de rappel glaçant de la catastrophe survenue il y a 35 ans. Malheureusement, la griffe a été vandalisée 2 fois. En novembre de cette année, un groupe de vandales a peint la griffe en rose, mais quelques stalkers ont choisi de la repeindre et elle a rapidement retrouvé sa teinte jaune dorée naturelle. Les mêmes criminels ont rapidement peint des bandes blanches sur la griffe. Numéro 5. Vassili Ignatenko, l'un des pompiers de Tchernobyl. Vassili Ignatenko était l'un des premiers intervenants à Tchernobyl. Il avait 25 ans lorsqu'il a combattu les flammes avec ses collègues pompiers de Tchernobyl. Il est monté sur le toit du bâtiment.
Déterminé à accomplir son travail malgré les dangers, Ignatenko a reçu sa dose mortelle de radiation lors de sa tentative d'éteindre les flammes de graphite à ciel ouvert. Il a fallu seulement quelques heures aux pompiers sur place pour éteindre le feu qui faisait rage cette nuit-là. À part le feu de graphite à l'intérieur du réacteur numéro 4, toutes les flammes avaient été maîtrisées et éteintes avant le matin. C'était la dernière conflagration qui a posé le plus de difficultés, nécessitant près de 2 semaines pour se stabiliser et impliquant un processus bureaucratique vexant avec des remèdes conflictuels. Ignatenko a reçu une énorme dose de radiation à la suite de la procédure et il est décédé 18 jours plus tard dans un hôpital radiologique à Moscou. Vassili Ignatenko a été décoré à titre posthume de l'Ordre rouge du drapeau rouge soviétique en 1986. En 2006, il a été honoré à titre posthume du titre de Héros d'Ukraine, la plus haute distinction nationale du pays, ainsi que de l'Ordre ukrainien pour le courage. Plusieurs monuments ont été construits en son honneur, notamment à Berezino et dans sa ville natale de Braïn, où il a également un musée qui lui est consacré. À Minsk et à Berezino, il y a des Russes qui portent son nom. Numéro 4. On estime qu'il y a eu entre 100 000 et 200 000 avortements en Europe après Tchernobyl en raison de la radiophobie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, bien que des études à long terme suggèrent que les bébés exposés à Tchernobyl dans l'utérus ont un risque plus élevé de développer un cancer de la thyroïde à l'âge adulte, il n'y a aucune preuve substantielle que les malformations congénitales étaient significativement plus fréquentes chez les bébés nés de femmes proches de la catastrophe par rapport à celles qui ne l'étaient pas. En février 1987, Robert Gale, un médecin de l'UCLA qui a supervisé les opérations de secours et médicales liées à l'incident, a déclaré au New York Times « Nous avons maintenant eu la chance d'observer tous les enfants qui sont nés près de Tchernobyl. Sans surprise, aucun d'eux n'a d'anomalie détectable à la naissance. Nous n'en avons pas anticipé. C'est une illustration de la manière dont les mauvaises nouvelles sont meilleures que les bonnes nouvelles. » Malgré cela, la désinformation et la radiophobie se sont répandues rapidement dans les semaines et les mois suivant l'accident. Comme représenté dans la mini-série, de nombreuses personnes, y compris des médecins, croyaient tant mieux qu'elles ne pouvaient justement pas compter sur les autorités pour leur dire la vérité sur l'ampleur de la contamination. En conséquence, des dizaines de milliers de femmes ont eu des avortements, certaines sur recommandation de leurs médecins et d'autres contre leur volonté. Bien sûr, certaines femmes ont peut-être choisi de mettre fin à leur grossesse pour des raisons autres que la radiophobie ou la peur des anomalies fœtales. La mini-série Tchernobyl sur HBO est remplie de ce profond sentiment de perte qui s'est glissé dans la vie des gens aussi discrètement que des particules radioactives se sont infiltrées dans leur corps. De nombreuses familles n'étaient peut-être pas mentalement préparées à poursuivre leur grossesse malgré la possibilité de malformations à la naissance. Numéro 3. La zone autour de Tchernobyl est devenue connue sous le nom de forêt rouge en raison de tous les arbres morts. À la suite de la catastrophe d'avril 1986, la végétation entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl a été gravement brûlée. Les arbres ont été aérés au point de brûler intérieurement et de devenir écarlates. La partie redwood de la zone d'exclusion est encore aujourd'hui la plus dangereuse et radioactive. Le vent a changé de direction vers le nord après l'accident, puis vers l'ouest. En conséquence, les dommages ont été concentrés dans les zones les plus proches de ces deux directions. La forêt, qui était principalement composée de pins, a été gravement endommagée par la radiation. Si un humain avait été présent au moment de l'explosion, il ou elle serait mort en quelques secondes. De plus, les arbres lumineux de Tchernobyl ne sont pas un mythe, ni un conte effrayant de mutants et de zombies. Le contact des particules et la désintégration radioactive avec les enzymes des arbres ont créé de la lumière. Elle était visible la nuit pendant le premier mois après l'accident. Les particules peuvent être absorbées avec succès par les pins. D'un côté, cela en fait de bons filtres, mais s'ils brûlent, tout est libéré dans l'environnement. Les liquidateurs ont abattu les arbres et les ont enterrés sous la terre dans la même zone avant qu'ils ne soient brûlés par un incendie de forêt qui se produit régulièrement dans la zone. Numéro 2. Les résidents n'étaient pas autorisés à prendre leurs animaux de compagnie lors de l'évacuation en 1986. Il y a des récits tombés troublants de chiens hurlant et courant après les bus pendant des heures. D'une certaine manière, tous les chiens sont des survivants de la tragédie de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986,
lorsque le réacteur numéro 4 a explosé. Des milliers de personnes ont été évacuées de la ville ukrainienne de Pripyat. Par la suite, on leur a ordonné d'abandonner leurs animaux de compagnie. Afin d'éviter la propagation des infections, des soldats soviétiques ont abattu plusieurs des animaux abandonnés. Cependant, certains animaux se sont certainement cachés et ont survécu. Des centaines de canidés errants errent maintenant dans la zone d'exclusion de 2600 km mise en place pour limiter les déplacements humains dans et hors de la région 35 ans plus tard. Personne ne sait quels canins sont des descendants directs d'animaux de compagnie abandonnés et lesquels ont pu errer dans la zone depuis ailleurs. Mais maintenant, ils sont tous des chiens de la zone. Numéro 1. Des poupées mystérieuses qui sont apparues soigneusement disposées sur des lits à Tchernobyl. Depuis que la communauté a été rapidement évacuée en 1986, les écoles et les hôpitaux semblent être restés intacts. Des centaines de masques à gaz abandonnés jonchent le sol de la cantine de l'école. Un article du Télégraphe en 2011 l'a poétiquement exprimé. La propagande soviétique continue de pendre au mur des salles de classe et les poupées d'enfants sont éparpillées tuant ici et là, laissées là où leurs jeunes propriétaires les ont abandonnées dans la précipitation il y a un quart de siècle. Cependant, tout n'est pas tel qu'il semble. Beaucoup de poupées sont élégamment positionnées sur des lits avec des oreillers pour soutenir leur tête poussiéreuse ou simplement opposées à des masques à gaz plutôt que d'être éparpillées là où elles ont été jetées. Les visiteurs ont laissé ces tableaux horrifiques comme un mémorial aux enfants qui vivaient ici auparavant, ou plus probablement pour créer un post Instagram plus dramatique. Participeriez-vous à un tourisme sombre à Tchernobyl ? Devrait-on encore utiliser l'énergie nucléaire ? Ou est-il temps d'essayer autre chose ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de consulter nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.